Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière. Et au passage, je vous raconte mon cheminement d'apprentie autrice, parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue. Salut, c'est Marion. Pour ce 32e épisode de La Page Sensible, je vous propose à nouveau une interview à 3 voix avec ma complice Éléonore du podcast La Croqueuse de Livres et l'écrivaine Julia Mali. Dans cet entretien réalisé en partenariat avec le Printemps du Livre de Grenoble, nous parlons longuement d'écriture à la française et à l'américaine, de l'apprentissage de l'écriture comme un artisanat, bien sûr de ce que ça fait de savoir que son roman va être traduit dans plus de 20 langues. Julia est vraiment très sympa et c'était un bonheur de discuter avec elle. Mais avant de lancer l'interview, un peu de contexte. Julia Mali, donc, est une autrice française qui a publié son premier roman à 16 ans, bientôt suivi de 2 autres romans. Puis, après 2 ans passés à étudier le creative writing, c'est-à-dire l'écriture créative, à l'Université d'État de l'Oregon aux États-Unis, Julia explose avec son 4e roman, La Louisiane, qu'elle a écrit parallèlement en anglais et en français. C'est un roman historique basé sur l'histoire vraie de La Baleine, un navire parti de France en 1720 et emportant dans ses cales une cargaison de jeunes femmes qui avaient été arrachées à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, destinées à peupler la fragile colonie française qui venait de se créer en Louisiane et où il y avait besoin de femmes pour les colons en fait. C'est donc un roman basé sur une histoire vraie, mais on suit 3 personnages fictifs qui sont 3 narratrices qui racontent leur histoire chacune à leur tour et qu'on va suivre bien sûr d'abord à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, où elles sont respectivement, l'une est là parce qu'elle est orpheline, l'autre parce qu'elle a ce qui ressemble à des traits autistiques. Et donc c'est une jeune noble et sa famille l'a un peu envoyée là-bas pour se débarrasser d'elle, donc c'est plus ou moins l'asile. Une qui est à la prison pour femmes, carrément, de la Salpêtrière, à cause de ses pratiques d'avorteuse. Et on va suivre ces 3 femmes dans leur voyage depuis la Salpêtrière jusqu'en Louisiane, et notamment à la Nouvelle-Orléans, qui à cette époque-là n'est que 3 cabanes en rondin au milieu de la boue, quoi. Ce roman, La Louisiane, vient tout juste de paraître chez Stock, et en parallèle, il est également paru chez HarperCollins aux États-Unis, et il est en cours de traduction dans plus de 20 pays. Il va probablement être adapté en série, bref, c'est un énorme hit. On parle donc de tout ça et de bien plus avec Julia Mali, qui s'est livrée à nous avec beaucoup de bonne humeur et de sincérité. Bonne écoute! On va peut-être se représenter, du coup. C'est vrai qu'on s'est même pas présenté. Du coup, moi, c'est Marion. Enchantée Marion. La Page Sensible. Enchantée. Et moi, c'est Éléonore, du coup, du podcast La Croqueuse de Livres. Trop bien, enchantée Et Léonore. on va être toutes les deux au Printemps du Livre, donc... Ah mais j'ai hâte de vous rencontrer. Trop bien, on pourra aller boire un verre à ce moment-là. Alors. Ah bah grave, avec plaisir. Avec grave, Génial. complètement avec plaisir, ouais. On a trop de questions, en fait, donc on n'est pas sûr que ça tienne en 1 heure. Du coup, Oui. on est en train de se dire, c'est pas grave, ça se trouve, on pourra aller boire un verre après. Moi, ça me va. Voilà, on ira prendre une bière et on pourra continuer de discuter. Alors, du coup, moi, j'avais envie de commencer. On a remarqué avec Éléonore que voilà, dans les interviews, évidemment, tout le monde te pose des questions sur ton roman et tout ça. Mais nous, on avait envie de profiter du fait qu'on a aussi un peu de temps pour parler aussi de toi, de ton parcours dans l'écriture plus largement. Enfin, de pas s'arrêter que à cette dernière sortie, quoi. Parce que moi, j'imagine, ça m'étonnerait que tu dises le contraire, mais pour en arriver là, il y a aussi tout plein d'étapes pour en être là où tu es aujourd'hui. Et moi, j'avais très envie de te demander où est-ce que ça a commencé? C'est-à-dire vraiment, tu as quand même publié ton premier roman à 16 ans. Et moi, j'avais envie de revenir là-dessus, en fait. C'était quoi le premier pas, en fait, dans le monde de l'édition avant d'en arriver là aujourd'hui? Alors, premier pas dans le monde de l'édition. Mais d'abord, il y a eu les premiers pas dans le monde de l'écriture qui ont... Ça a commencé à partir du moment où j'ai su écrire, en fait, et où je me suis lancée dans l'écriture de journaux intimes absolument palpitants sur j'ai pris le goûter chez une telle et je suis allée jouer chez un tel, avec un peu cette idée, enfin j'étais terrifiée enfant à l'idée d'oublier. J'avais un peu cette idée saugrenue que si je parvenais à tout écrire, j'allais parfaitement me souvenir de chaque instant que j'avais vécu. Et ce rêve-là s'est un peu écroulé quand je devais avoir 12-13 ans et j'ai feuilleté un de mes journaux intimes de quand j'étais toute petite. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais l'impression de lire la vie d'une inconnue.
Enfin, ça réveillait absolument aucun souvenir en moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, enfin, autant écrire de la fiction, puisque cette entreprise est vouée à l'échec. Mhm. Et c'est comme ça que je me suis mise à écrire des histoires qui étaient pas tout à fait les miennes. Et puis, j'avais toujours, petite, toujours, vous allez vous dire que j'étais une enfant un peu perturbée, mais j'ai toujours eu enfin, je me suis toujours dit, mais en fait, comment dire? Il y avait une espèce de frustration en me disant, je vais devoir passer toute ma vie dans ma tête. Et cette idée de l'écriture qui permet de changer de perspective, de changer de point de vue, de vivre par procuration un peu d'autres vies, ça, c'était quelque chose que je trouvais très séduisant. Ah oui, donc ça t'est venu assez vite quand même, l'idée d'écrire de la fiction, d'inventer des vies, donc pour les vivre par procuration. Est-ce que à ce moment-là, tu avais déjà une envie de partage ou c'était juste pour toi? Alors, mes journaux, c'était pour moi, mais c'est vrai que quand je me suis lancée dans l'écriture de ce roman, et ça faisait rigoler tout le monde, bon, un peu moi y compris, l'idée de me lancer dans ce livre, ça a été tout de suite sous le sceau du partage parce que, en fait, c'était un texte que j'écrivais en cours. Mes amis me demandaient de lire un peu comme un feuilleton le chapitre suivant, et puis ensuite, eux, comme ils étaient intéressés par ce qui allait se passer ensuite, moi, ça me donnait aussi l'énergie et l'envie de continuer. Et puis, mon premier roman, c'est un livre qui est parti du nom de famille d'une de mes amies très proches, qui en fait, elle est descendante d'un maréchal napoléonien. Ok. Et moi, je me suis posé beaucoup de questions sur pourquoi est-ce que moi j'ai un nom de famille. Et d'emblée, ça a été quelque chose, un partage avec elle, bien sûr, parce que je me suis dit, je vais réinventer notre histoire d'amitié à partir de ces deux petites filles qui sont nées véritablement en 1804. Donc, d'emblée, il y avait quand même cette notion de partage-là, que ce soit avec Agathe et avec ensuite d'autres amis. D'accord. Je trouve ça hyper chouette que tu parles aussi du fait que ça te motivait d'être lu par tes amis. En fait, tu avais des alpha lecteurs avant de savoir ce que c'était que des alpha lecteurs, quoi. Complètement, Mm. complètement. Et puis c'était quelque chose, moi je m'en souviens aussi comme d'une période extrêmement joyeuse, de ce plaisir simple de raconter une histoire, qui est quelque chose ensuite, bien sûr, il vient le temps de la réécriture, et ensuite on se heurte aux désillusions aussi parfois de l'édition, d'un livre qui marche plus ou moins bien, enfin, et, et là, à cette époque-là, pour moi, c'était vraiment c'est l'euphorie de pouvoir partager et raconter une histoire qui n'était pas tout à fait la mienne. Et donc là, c'était ou tes entrées en écriture. Et donc, si on parle de tes premiers contacts avec l'édition, ça s'est passé comment alors? Parce qu'à 16 ans, je me dis, c'est quand même vraiment pas courant, quoi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai terminé un premier jet de ce roman. Étant extrêmement naïve, je me suis dit que, eh ben, il allait être publié. J'allais l'envoyer à des éditeurs et à des éditrices. Donc voilà, naïveté extrême encore une fois. Je l'ai envoyé à quelques éditeurs et éditrices, très peu, peut-être trois. Et une éditrice chez Flammarion était d'une générosité infinie parce qu'elle a pris le temps d'annoter tout le manuscrit. Et elle m'a donné une formidable leçon de réécriture. En fait, déjà, elle m'a appris que l'écriture commence presque finalement à la deuxième version. Et elle ne m'a pas dit je vais te publier. Elle m'a dit ce texte il peut être amélioré. Et ça, pour moi, c'est quelque chose auquel je suis revenue plus tard quand j'ai fait un master de création littéraire aux États-Unis, mais cette notion de travail en écriture, qui est quelque chose qu'on a curieusement pas trop envie de voir, comme on peut pas voir les danseuses à l'opéra souffrir et on veut les voir sourire sur scène. Enfin, il y a quelque chose de tout le travail, mettre les mains dans le cambouis. Ça, c'était quelque chose où, en tout cas, que moi, j'étais pas familière avec ça. Et donc, avec les de cette première éditrice-là, et puis beaucoup plus tard, sur ce master de création littéraire dans l'Oregon, tout ça, ça a été autant de jolies leçons d'écriture et puis aussi d'un processus collaboratif et collectif. C'est vrai on propose une vision souvent, je trouve beaucoup en France aussi, hein, notamment, une vision très, justement, romanesque de l'écriture où on est tout seul à sa table Complètement. de travail ou toute seule. Et c'est vrai que je pense que ça fait aller pas mal de gens dans le mur parce qu'on s'imagine qu'on doit tout faire tout seul et que Ouais, demander de l'aide, ça veut dire qu'on n'est pas des écrivaines ou qu'on n'est pas des écrivains. tout à fait. Et c'est assez étrange parce que, enfin, pour moi, tout ça, c'est lié aussi à cette notion de est-ce qu'il est possible d'enseigner l'écriture? Et alors, heureusement, ça change, ça, en France, de manière
de manière drastique au fil des dernières années. Les masters d'écriture se sont multipliés. On a vu aussi de nombreux ateliers d'écriture ouvrir leurs portes. Enfin bon, tout ça, c'est fabuleux pour moi parce que ça, c'est cette idée que, bon, déjà que tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde peut écrire. Et là, je dis pas que tout le monde doit publier. Pour moi, c'est deux choses différentes. Je pense qu'on peut parfaitement écrire pour soi et que vouloir partager ce texte-là avec ensuite des lectrices, des lecteurs, par le biais de la publication, c'est encore autre chose. Et puis après, il y a aussi bien sûr vouloir écrire pour soi et le partager avec des lecteurs et des lectrices choisis. Donc tout ça, pour moi, ce sont des choses, enfin, assez différentes. Mais en tout cas, je trouve ça génial que cet aspect collectif de l'écriture puisse être mieux accepté et qu'on ait moins cette image de l'écrivain, l'écrivaine, abreuvé par les muses, l'inspiration, on se réveille à 4 heures du matin, on s'assied devant sa table. Enfin, c'est complètement faux. Et tous les autres arts, que ce soit la danse, la musique, etc., tout ça, on se dit, c'est parfaitement possible de les enseigner. Alors pourquoi pas l'écriture? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. C'est oui, tout à fait. Du coup, merci hein, pour ces éléments d'introduction, d'entrée en écriture, en édition. Nous, on se demandait justement avec Eleonore, quand on préparait le podcast, moi, je sais que on adore toutes les deux écouter des interviews d'auteurs et d'autrices et qui parlent un petit peu du côté concret de l'écriture. Parce que ce qui est drôle, enfin, c'était toi, Eleonore, qui me disait ça, c'est que c'est super différent d'une personne à l'autre. Il y a des gens, je sais que moi, je suis incapable d'écouter de la musique pendant que je fais quoi que ce soit, y compris écrire. Et donc, on était assez curieuse de savoir si tu avais une routine d'écriture. Alors j'aimerais beaucoup avoir une routine d'écriture. Malheureusement, c'est beaucoup plus erratique que ça. Moi, j'ai jamais réussi à écrire, par exemple, dans des lieux très silencieux comme, par exemple, des bibliothèques. Incapable. Parce que j'ai l'impression que le but de ma présence dans ce lieu est exactement ça, c'est-à-dire de me concentrer, que tout est fait, aménagé pour créer une atmosphère de travail paisible. Et alors moi, du coup, ça me bloque complètement et j'y arrive absolument pas. Donc, au contraire, j'aime beaucoup écrire dans les cafés, quand il y a du bruit, mais alors quand il y a du bruit, plutôt un brouhaha, pas un couple en train de s'engueuler à côté de moi, parce que là, sinon, je vais juste écouter leur conversation et ne rien faire d'autre. Mais, et puis, il y a tous ces éléments humains qui sont là à portée de main. Et ça, je trouve que c'est assez fabuleux. Après, je pense que ça dépend pour moi de où est-ce qu'on en est dans le processus d'écriture. Parce que on dit écrire, mais enfin, écrire, en fait, c'est comme certaines langues qui vont avoir 1000 fois plus de manières que nous de dire le mot neige ou d'exprimer les nuances de blanc. En fait, écrire, ça veut dire plein de choses. Entre faire des recherches pour un texte, qui ça, en fait, c'est déjà de l'écriture parce qu'on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va réinjecter ce qu'on a découvert dans le texte pour que ça serve l'histoire. Des recherches sur des personnages, écrire du point de vue d'un personnage comme un exercice d'écriture pour découvrir comment il, elle, va s'exprimer. Pour moi, ça, c'est autant d'activités différentes. Se lancer dans un processus de réécriture, dessiner un arc narratif, écrire des bouts de dialogue. Enfin, il y a quand même plein de choses qui se passent et qui requièrent des endroits de concentration qui sont différents, je trouve. Entre la fin d'un processus, on se retrouve avec un peu cette maison qu'on a bâtie, qui va être un peu le monde de son histoire, et où finalement on en est juste aux étapes de décoration du texte. Bon ben là, c'est sûr que c'est plus évident peut-être dans un endroit où il va y avoir du monde, alors que si je dois me lancer dans un plan de réécriture, là je vais avoir peut-être besoin d'une concentration autre. Mais je trouve que c'est aussi ce qui fait la richesse pardon de ce processus de créatif là. En t'écoutant parler des différentes façons de dire le mot neige, ça m'a fait tilter. Comme beaucoup de gens qui écoutent et qui lisent l'anglais, je me suis assez vite retrouvée à consommer des contenus en anglais sur l'écriture parce que c'est juste beaucoup, beaucoup plus facile à trouver qu'en français. Il y en a vraiment Bien pléthore. sûr. Et c'est vrai que je viens juste de réaliser qu'il y a plein de mots que nous, on n'a pas. Par exemple, ils disent quand on écrit un G, on draft. Et c'est vrai que nous, on n'a Ouais, pas ce mot draft, par exemple. mais tout à fait. Ou revise, qui est en fait pas vraiment réécrire, pas vraiment corriger. Ouais, c'est marrant, je viens de tilter en t'écoutant là. Mais tu sais que c'est drôle parce que justement en répondant à ta question, j'avais tous ces mots en anglais qui me venaient et j'étais dans un espèce de processus de traduction un peu aléatoire. Mais non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs,
un de ces textes qui est, moi, un de mes textes préférés sur vraiment le craft Mhm. de l'écriture. Encore un mot qui nous manque. Ouais, l'artisanat, moi j'ai envie de dire, mais c'est Ouais, pas. c'est ça. Mais si tu dis à quelqu'un l'artisanat de l'écriture, on va te regarder avec des yeux ronds. Alors, je trouve qu'en Mm, anglais, ça passe mieux, ouais. ça passe. Ouais, c'est vrai que ça passe mieux. Mais j'aime beaucoup le texte de Stephen King, On Writing, qui a été traduit par écriture, je crois. Oui, ou ah, je sais Ouais, plus. Oui, oui, je le mettrai dans les notes. c'est génial. C'est un texte, je trouve, d'une générosité folle. C'est à moitié un mémoire, sa carrière d'écrivain, des conseils qui sont vraiment extrêmement pratiques, des exercices d'écriture. Je me souviens même qu'il donne son adresse, non, au cas où on veut lui envoyer. Enfin, c'est assez délirant. Mais j'avais trouvé ça fascinant, ce texte. C'est vrai que j'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler dans la sphère anglophone et je l'ai toujours pas lu, mais avec ce côté, tu sais, un petit peu tête de l'art de quand que tout le monde parle d'un livre, Oui, t'as pas envie. tu le lis pas tout de suite, mais je finis toujours par le lire, mais 10 ans après tout le monde, quoi. Je vois tout à fait. Bah, merci beaucoup pour ces précisions. Je crois que, Éléonore, t'avais une question, il me semble, justement, en lien avec la routine d'écriture. Oui, moi, c'était justement. Donc, tu as écrit plusieurs livres. Le dernier là que t'as sorti et qui a un gros succès, c'est La Louisiane, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je voulais savoir, parce que du coup, bah, dans ta routine d'écriture, là, tu as parlé de plein de choses que tu peux faire pendant que tu écris, en fait. Enfin, quand tu écris, quelles sont les différentes tâches que tu peux faire? Et du coup, la question que j'avais, c'était, est-ce que du coup, dans ces tâches-là, il y a notamment gérer 2 romans en parallèle, par exemple? Ou est-ce que vraiment là, tu t'es consacré uniquement à la Louisiane pendant 8 ans, vu que j'avais vu que c'était le temps qu'il t'avait fallu en fait pour accumuler toutes ces recherches? Est-ce que voilà, t'as écrit d'autres livres en parallèle? Et si c'est le cas, est-ce que ça a changé des choses dans ta manière d'écrire? Est-ce que tu arrivais à faire les deux dans la même journée, par exemple? Enfin, voilà. J'adorerais pouvoir te répondre que j'ai écrit 3 livres en parallèle pendant ces 8 ans, mais pas du tout. Je deviens assez, comment dire, monomaniaque avec mes projets d'écriture. J'ai des amis autrices et auteurs qui arrivent à avoir comme ça, à jongler entre plusieurs romans. Pour moi, un roman, c'est un monde que j'habite et j'ai du mal à faire des allers-retours entre plusieurs idées, plusieurs projets, plusieurs personnages. En revanche, pendant ces huit années de travail, d'écriture, de recherche, moi, je travaillais comme traductrice, j'enseignais et j'enseigne toujours à Sciences Po, donc des cours de création littéraire. Et donc, c'est vrai que ces activités-là rythmaient mon année. Donc, il y avait des moments, en fait, où, disons, sur les 6, 7 mois de l'année où j'enseignais, là, je trouvais ça très difficile de me relancer pleinement dans l'écriture de la Louisiane, justement. Et en revanche, l'été, le début de l'automne, l'arrivée du printemps, enfin tous ces moments-là, c'était des moments où je pouvais un peu me relancer dans mon texte parce que j'avais aussi besoin de voir que j'avais plusieurs semaines devant moi pour pouvoir me consacrer à ce roman. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai écrit ce tout premier roman donc qui est paru quand j'avais 16 ans. Ensuite, j'en ai écrit un autre qui est paru, je crois, quand j'avais 2 ans plus tard, et puis ensuite le troisième, donc en 2016. Et en fait, de 2016 à 2024, je suis restée bloquée sur la Louisiane, mais parce que je pense que c'était un temps dont j'avais besoin, parce que c'est un texte qui est né en anglais, qui a grandi entre les deux langues, entre le français et l'anglais. C'est un texte qui s'est métamorphosé au fil des années, c'est-à-dire que la première version comptait 10 chapitres, chacun écrit du point de vue d'un personnage différent. Aujourd'hui, on a 3 personnages principaux avec ensuite 2 autres points de vue pour le premier chapitre et le 10e chapitre. Mais je crois que pour ce roman-là, j'avais besoin de ces années. Enfin, j'avais besoin d'un temps plus important. Et justement, ça fait 8 ans sur le même roman. Enfin, qu'est-ce que ça fait quand on relit son premier jet? C'est pas plus la même personne ou, enfin, Bien en tout sûr. cas. Ah ouais. Non, mais bien sûr, on n'est plus la même personne. Mais comment dire? Je crois que ce premier jet, et je crois d'ailleurs que tout premier jet, à la fois compte un immense nombre d'erreurs et en même temps des intuitions qu'on ne retrouvera plus jamais ensuite. Et c'est ça ce qui fait qu'un premier jet est extrêmement précieux. Et donc dans mon premier jet, à la fois il y a des choses qui me font grincer des dents, et en même temps, le dernier chapitre, qui était alors le chapitre numéro 8, qui est aujourd'hui le chapitre numéro 12, et finalement tous les fils de l'intrigue sont là.
Donc, le chapitre qui est écrit du point de vue de cette jeune femme autochtone de la nation Natchez, il est là aussi. Enfin, certains des personnages, alors que certaines d'entre elles, finalement, enfin, c'était juste des esquisses, enfin, pour me mener vers les personnages que j'allais avoir dans la version finale. Bah, certaines d'entre elles sont là. Donc, il y a ces choses-là à la fois. Je me dis, ah, si seulement j'avais pu savoir, si seulement j'avais commencé avec la chronologie dans le bon sens. Si seulement je n'avais pas écrit du point de vue de sœur Gertrude au début. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Mais en fait, tout ça, c'était nécessaire pour écrire le roman qui est paru le 3 janvier dernier. Mais je pense aussi que, en fait, le livre s'est tellement transformé que j'ai eu la place, moi, de changer avec lui, si ça fait sens. Bah ouais, ça fait sens. Merci beaucoup. En plus, c'est vrai que c'est une période, je veux dire, on est jeune, quoi. Donc, j'imagine, c'est une période de ta vie où tu as encore plus changé du fait que bah, c'est l'entrée dans l'âge adulte. Donc, oui, j'imagine que Complètement. ça devait être. C'est un roman initiatique au sens premier du terme. C'est ça. Oui, j'ai grandi avec ce livre, j'ai grandi avec ces personnages. Tout à fait. Bah, moi, bah, la question que j'aurais, alors, je suis très, très, très fascinée par le fait que tu aies fait un master tu dis master de création littéraire en français? Mais peut-être qu'on ne dit pas comme ça en français, peut-être que je me trompe, hein. En fait, je sais pas parce que comme j'en Je ai crois que pas. c'est écriture créative. Je crois que c'est dans ce sens-là, ouais. Mais il y a plein de débats là-dessus parce que après, il y a mais quelle écriture n'est pas créative en fait? Même si c'est de l'écriture académique, c'est profondément créatif aussi. Enfin, et donc du coup, je crois qu'il y a tout ce débat-là. Du coup, je ne sais pas comment on dit. Bah, j'aime bien la création littéraire, j'avais pas forcément identifié jusqu'à présent, mais en fait j'aime bien. Quand t'as dit ça, j'ai dit ah tiens c'est cool, je l'ai même noté. Et oui oui, je trouve ça fascinant fascinant que t'aies fait ça en master et des fois je me dis oh là là si j'avais su quand je faisais des études que ça existait, est-ce que j'aurais dû faire ça? Et puis avec le recul je me dis mais en fait jamais je me serais autorisée à faire ça, enfin jamais je pense que jamais je me serais autorisée à faire ce genre de master. Bon, toi, il se trouve que tu avais, du coup, quand tu as fait ton master de création littéraire aux États-Unis, tu avais déjà 3 publications. C'est ça. Voilà, tu étais une écrivaine professionnelle depuis un très jeune âge. Et du coup, je me demandais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça et qu'est-ce qui t'a fait te dire un jour, j'ai besoin d'aller plus loin. Est-ce que c'était juste le délire d'aller dans l'Oregon? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? Mais je pense que j'avais envie de grandir en tant qu'autrice. Enfin, et pour moi, suivre des ateliers d'écriture, je trouve que c'est une merveilleuse opportunité d'apprendre. Enfin, je pense que il y a cette fabuleuse autrice britannique qui s'appelle Hilary Mantel et qui a cette très belle phrase où elle dit une romancière n'est jamais aussi douée que la phrase qu'elle s'apprête à écrire. Et je trouve que c'est très, comment dire, ça remet les choses en perspective. Finalement, il y a ces livres qui ne sont pas encore écrits. Est-ce qu'on va être capable de les écrire? Enfin, c'est cet aspect-là où on jette les dés à nouveau, où finalement rien ne doit jamais être tenu pour acquis. Et finalement, quand on se lance dans l'écriture d'un nouveau livre, si on se disait, ah bah, cette fois-ci, ça va être facile, ce serait un peu comme quand on tombe amoureux et qu'on se disait, bah, bon, ça m'est déjà arrivé. Bon, ce serait très triste, ce serait horrible, quoi. Alors que non, ce qui est fabuleux, c'est qu'on dirait que c'est la première fois que ça nous arrive, que personne n'a jamais ressenti ça, enfin. Et je trouve que dans l'écriture, il y a aussi ce côté-là, enfin, et donc moi, comment dire, pour répondre à ta question sur les États-Unis, j'avais envie d'y aller parce que les ateliers d'écriture là-bas, bah, ce sont de vraies institutions depuis le début du XXe siècle. En France, il me semble que le premier master a été créé au Havre en 2012. Et moi, en fait, j'étais partie en tant qu'étudiante en échange en Californie quand je faisais un double cursus entre Sciences Po et la Sorbonne. Et j'avais été ravie de découvrir que en Californie, je pouvais suivre des ateliers d'écriture, que j'aurais des crédits académiques et que ça me permettrait d'avoir mon diplôme. Donc, j'avais décidé de tenter par tous les moyens de passer ensuite 2 voire 3 ans, parce que certains de ces programmes durent 3 ans, aux États-Unis, à écrire. Bien entendu, moi, il me fallait un programme absolument qui ait été financé. Parce que les 50 000 dollars de frais de scolarité, bon, pas vous mentir, je ne les avais absolument pas. Et prendre un prêt étudiant de cette ampleur-là, ça me paraissait complètement délirant. Donc, pour moi, c'était très important que ce soit financé. Et ce master dans l'Oregon, ce qui était assez fabuleux, c'était que non seulement il était financé, mais en plus tout le monde recevait la même somme, la même bourse, puisque on était tous en même temps chargés d'enseigner
l'écriture dans un premier temps, donc la rhétorique et l'écriture académique, et puis dans un second temps, des ateliers de fiction, de non-fiction ou de poésie en fonction de notre spécialité. Et donc ça, c'était génial parce que moi, ça m'a formée. Donc on avait des cours de pédagogie sur comment enseigner l'écriture. On était accompagnés par des professeurs. On bâtissait chacune notre propre syllabus en fonction de nos goûts, en fonction de là où on voulait mener les étudiantes, les étudiants. Donc il y avait une joie de créer ensemble, aussi bien quand on essayait de transmettre nous, bon, ce qu'on savait, voilà, mais aussi c'était ce qui était fabuleux, c'est que pendant 2 ans, l'écriture a été ma priorité. Et je trouve que l'écriture a quand même la sale manie de se perdre. Et à la fin de la journée, on se dit, ah mais oui, c'est vrai, il fallait que j'écrive. Et ces 10 minutes-là, eh ben, on les a oubliées, on les a mises de côté. Enfin, c'est un peu particulier. Alors que là, dans l'Oregon, moi, il fallait que j'écrive une nouvelle ou un texte court, enfin d'une 20aine de pages toutes les 3 semaines, Wow. et le partager avec donc les personnes du master. Donc c'était magique en fait, parce que déjà ça vous apprend à rendre un texte dont on n'est pas fier. Et ça, c'est une belle leçon d'humilité. Et puis ensuite, puisque toutes les semaines, on lit 2, 3, 4 nouvelles de d'autres auteurs et autrices, on forge aussi un autre, enfin une capacité peut-être aussi à voir dans les textes de l'autre, enfin à arriver à les analyser pour leur faire des retours qui vont être bienveillants, qui vont être respectueux, et puis qui vont les aider à grandir en tant qu'autrice et auteur. Donc moi, j'aimais beaucoup ce côté collaboratif. Ah ouais. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait d'être une équipe, de pas être tout seul devant sa feuille. C'est ça. Et Marion, franchement, tu devrais ne renonce pas à ces masters d'écriture parce que tu vois, moi, aux États-Unis, j'étais la plus jeune dans ce master. Ah ouais. Tout le monde avait eu. Ah mais oui, moi j'ai une amie qui a défendu son mémoire, qui était le début d'un roman avec sa fille aînée qui jouait à ses pieds et elle était enceinte de sa deuxième petite fille. Enfin, tout le monde avait au moins 5, 6 ans. Enfin, on était assez peu nombreux, disons, à sortir tout juste, à avoir obtenu notre licence Hmm. et à foncer dans ce master-là. Ah oui, parce il faut quand même une certaine maturité pour se dire qu'on va écrire, enfin, je trouve. Oui, et puis à tous les âges de la vie, en fait, on peut avoir un projet d'écriture et se dire j'ai envie d'y consacrer 2 ans et j'ai besoin de cette équipe-là, j'ai besoin de ce soutien-là, j'ai besoin d'avoir ces auteurs et ces autrices professionnelles qui vont m'accompagner pendant ce temps d'écriture. Ah, ça me fait trop rêver. Et Léonard, tu m'avais soufflé une question aussi sur ce master d'écriture aux États-Unis. C'était si tu devais, parce que évidemment on pourrait en parler pendant des heures, mais si tu devais retenir peut-être une chose que tu as retenue, que tu n'avais pas avant d'y aller, parce que du coup tu savais déjà beaucoup de choses sur l'écriture, tu avais déjà écrit plusieurs romans, réécrits, publiés, etc. Est-ce qu'il y a une chose avec laquelle tu es reparti que tu n'avais pas en arrivant? C'est une bonne question. Je pense une famille littéraire, c'est-à-dire que énormément aussi enfin un grand nombre vraiment de connaissances sur l'écriture, vraiment un corpus de textes avec lequel je n'étais pas du tout familière. J'ai Mhm. découvert un nombre d'autrices américaines que j'aime énormément, enfin dont j'admire énormément le travail, mais une famille littéraire au sens où après être rentrée en France, en fait, je suis restée en contact avec les personnes qui étaient dans ma promotion. Et depuis 2017, tous les dimanches, on s'envoie un mail dans lequel on se donne nos objectifs d'autrice pour la semaine à venir et nos objectifs d'autrice pour ce qu'on a réussi à faire la semaine précédente. Entre-temps, il y a des enfants qui sont nés, il y a eu un nombre de déménagements pas possible. Enfin bon, il s'est passé beaucoup de choses, mais mais on a tous ces mails qui sont en fait qui parlent de ça en fait, qui parlent de craft, qui parlent d'artisanat, qui parlent de mettre les mains dans le cambouis et de se dire cette semaine je veux vraiment découvrir qui est ce personnage, sur qui j'ai envie d'écrire. Cette semaine mon intrigue, j'ai essayé de l'esquisser pour voir où j'ai envie d'aller. Cette semaine je me lance dans mon premier chapitre. Enfin voilà. Ça fait trop rêver. Trop bien. Ouais, c'est ce qu'ils appellent les... Ah, pareil, c'est intraduisible ce mot. Accountability. Oui, c'est ça. Je cherche un équivalent
être Ouais, redevable, ouais, mais c'est pas redevable, il y a un ça peu non une plus. dette dedans, mais Oui, c'est ça. Ouais, ouais. c'est l'idée qu'on a dit qu'on allait le faire, donc il y a plus de chances qu'on le fasse. Enfin, il y a un truc qui se passe dans notre Exactement. cerveau, il y a plus de probabilité qu'on le fasse si on a dit qu'on allait le faire à quelqu'un d'autre, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et ben, c'est exactement ce but-là. Hmm. Ah, trop bien. Je vais m'arrêter là parce que j'avais encore plein de questions sur la différence France-États-Unis sur l'écriture, mais je pense qu'on va garder quand même un petit peu de temps pour parler lecture aussi. Bah, disons que là, j'aurais quand même posé genre juste une question, peut-être écriture, qui je pense était peut-être en commun avec ce que tu voulais poser. C'était, ben, quand est-ce qu'on se dit, bah tiens, je viens d'écrire un pavé de 500 pages en anglais. Tiens, si je le réécrivais intégralement en français. Euh, je suis très curieuse de qu'est-ce qui se passe dans son cerveau à ce moment-là, parce que j'ai vu la tête du livre et je me suis dit, ah oui, 2 fois quand même, ça fait beaucoup de pages écrites. Tout à fait. Non, c'est une très bonne question. Ce qui s'est produit, c'est que j'ai travaillé donc sur ce livre pendant 5 ans avec les autrices dont je vous parlais avant de mon master de création littéraire. Puis, pendant toutes ces années-là, c'était un texte donc qui grandissait en anglais, que j'ai envoyé à des agents et des agentes américains, américaines, puisqu'aux États-Unis, c'est une étape indispensable du processus de publication. Et après avoir signé avec la fabuleuse agente qui représente aujourd'hui mon travail, Sandra Palera, on a retravaillé le livre ensemble pendant 1 an. Et puis elle, juste avant qu'elle envoie le texte aux éditeurs et éditrices, aussi bien américains, américaines, britanniques que français, françaises, elle m'a dit, bon, du coup, le français, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me souviens de l'avoir regardé. Elle m'a dit, OK, je vois où tu veux en venir. Et moi, c'est vrai que j'avais toujours eu cette curiosité de me dire, ces héroïnes, qu'est-ce qu'elles me raconteraient si j'écrivais de leur point de vue en français? Parce que Geneviève, Charlotte, Petroni, ces personnages, finalement, n'ont jamais prononcé un mot d'anglais de leur vie. Elles habitent la Louisiane française à l'époque, donc elles interagissaient avec des Canadiens, des Canadiennes, avec certaines personnes autochtones, avec certains Africains, Africaines asservies, mais voilà, elles ne parlaient pas anglais. Donc j'avais cette grande curiosité là, et quand Sandra m'a demandé de traduire le premier chapitre, moi je me suis rendu compte assez rapidement que j'en étais incapable en fait, et qu'il fallait que le processus soit profondément créatif pour que euh, pour que je puisse recommencer à zéro en fait. Et puis en fait, je ne devais rien. La Julia de 2016 qui avait écrit ce paragraphe dont je ne voulais plus aujourd'hui, et donc je pouvais parfaitement le réécrire, l'enlever, et donc le texte finalement c'est devenu cette réécriture. Et en même temps, c'est devenu cette réécriture, mais une réécriture qui me menait un peu dans des endroits auxquels je ne m'attendais absolument pas. Et donc en fait, je retournais dans le texte anglais après pour réécrire en fonction de ce que j'avais appris dans le français. Et puis parfois, je me disais, ah, mais ça, ok, très bien, le personnage de Charlotte, il a ce lien-là avec la supérieure. Ok, mais maintenant, peut-être que je pourrais dire ça, mais en 2 lignes au lieu de 5. Et donc, je revenais ensuite dans le français pour le reprendre. Donc, en fait, ces allers-retours entre les 2 manuscrits, finalement, ça a peut-être un peu effacé les différences qui auraient pu exister entre les manuscrits, même si aujourd'hui, ces 2 livres, ce sont 2 versions différentes. Enfin, Hmm. il ne s'agit pas d'une traduction. Tu dirais que c'est un peu différent de la même manière qu'un quatrième G pourrait être différent d'un cinquième G ou quelque chose comme ça? Alors, non, parce que je pense qu'entre un quatrième et un cinquième G, il y a quand même une notion de hiérarchie avec le cinquième qui est censé être meilleur que le quatrième. Là, pour moi, c'est 2 textes qui ont un peu chacun pris leur indépendance. Enfin, j'aime bien penser à ces 2 romans comme un peu des faux jumeaux bilingues, quoi, qui sont nés du même, qui balbutient, enfin, qui suivent, qui ont chacun leur propre existence. Et bien, J'ai une question, en fait, c'est une question qui m'est venue là, et qui est très, très bête, mais du coup, j'ai vu donc déjà, on n'a pas dit au début, mais vraiment félicitations parce que il vient juste de sortir, mais on voit déjà qu'il cartonne hein, ce livre, ce double livre du coup. Et alors, il va être traduit dans au moins 20 langues, je crois. Truc de fou. truc de fou. Et justement, je me disais de quelle langue ils partent quand ils font les traductions du coup? C'est quel droit que tu as vendu? Est-ce que c'est les droits de traduction depuis l'anglais, depuis le français? Est-ce que ça dépend des pays? Alors non, c'est une super question. Ça se passe un peu différemment quand on travaille avec
une agente ou un agent littéraire, dans le sens où les droits sont vendus, c'est en fonction de la langue dans chaque pays. Donc, en France, c'est les droits français. En Allemagne, c'est les droits en allemand. Donc ça se passe comme ça. Mais par contre, la question de et en anglais, c'est un peu différent puisqu'il y a tous ces pays anglophones. Donc ça dépend. Ça après, c'est des subtilités dans les contrats. Mais cette question-là de quels éditeurs et éditrices étrangers et étrangères vont traduire du français ou de l'anglais, ça a été une grande question. Et moi, on m'a souvent demandé aussi quelle version tu préfères. Ce qui me tétanise, parce que je suis incapable de répondre à cette question-là. Pour moi, c'est vraiment comme si on me demandait, alors j'ai pas d'enfant, mais c'est comme si on me demandait lequel de tes gamins tu préfères. Enfin, c'est quand même un peu délicat quoi de répondre à cette question-là. Je pense que les éditeurs et les éditrices ont fait des choix où ils ont pris en compte plein de choses. Déjà, à savoir s'ils avaient un traducteur ou une traductrice à qui ils pensaient d'entrée de jeu, et si cette personne-là traduisait du français ou de l'anglais. Ensuite, il y a aussi est-ce que c'est plus évident de me présenter comme une autrice française ou quelqu'un qui a écrit en anglais? Enfin, il y avait plein de choses comme ça qui entraient en compte. Et puis, bien sûr, la langue. Enfin, les éditrices italiennes, je pense que ça lui a pas traversé l'esprit de traduire de l'anglais. Bah oui. Oui, oui, c'est beaucoup parce que c'est beaucoup plus proche du français. C'est ça. Trop bien. Je vais poser la question un peu sur les livres parce que donc pour le coup mon podcast parle surtout de livres que j'ai aimés généralement mais que aussi d'autres personnes ont aimés. Et du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un livre que tu as lu dernièrement qui a été un coup de cœur absolu et tu as envie que tout le monde le lise d'urgence et voilà et tu as envie de transmettre ce message à tous les auditeurs et auditrices qui pourraient écouter ce podcast pendant le printemps du livre et voilà, pour qu'ils puissent se jeter sur ce livre dès maintenant? C'est difficile, un livre. J'aime beaucoup, moi, le travail de l'autrice américaine Carmen Maria Machado, qui a écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Son corps et autres célébrations, Her Body and Other Parties, qui est un très beau recueil de nouvelles. Elle a écrit un autre texte que j'ai trouvé très beau. Enfin, moi, en tout cas, c'était quelque chose, je n'avais jamais rien lu de tel, qui s'appelle Dans la maison rêvée, In the Dream House, J'en ai entendu parler, ouais. et qui est un texte, donc c'est un mémoire, c'est un texte de non-fiction dans lequel l'autrice raconte la relation qu'elle a vécue, une relation toxique, violente, abusive, avec son ex-compagne. Donc là, je ne sais pas si je pourrais dire à tout le monde, jetez-vous là-dessus, parce que je pense que pour certaines personnes, c'est pas une lecture idéale et voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ce qu'elle accomplissait en tant qu'autrice et la façon dont elle jouait avec la forme était passionnante. C'est-à-dire que c'est un texte, donc c'est chronologique. On suit leur relation à mesure qu'elles apprennent à mieux se connaître et puis à mesure que cette relation ensuite va se dégrader peu à peu. Mais pour ce faire, Carmen Maria Machado utilise des tropes littéraires et finalement, en fait, c'est une écriture fragmentaire et chaque fragment est inspiré un peu d'un genre littéraire. Donc on va avoir dans la maison rêvée à la façon d'un texte érotique, dans la maison rêvée à la façon d'un roman noir, dans la maison rêvée à la façon d'un livre dont vous êtes l'héroïne ou le héros. Et c'est assez passionnant la façon dont elle joue avec la forme finalement pour parler de cette expérience qui a été extrêmement destructrice finalement. Ouais. Je précise peut-être juste pour les auditrices, auditeurs, les tropes, donc c'est un peu les codes des genres littéraires ou c'est des motifs qui reviennent. Voilà, je précise. Ouais. Je suis pas sûre que tout le monde connaisse les tropes. Oui. Bon, en tout cas, c'est un très très beau livre. Et sinon, j'adore le travail de l'américaine Lauren Groff. Peut-être que vous avez entendu parler des Furies, qui est un très beau texte qui avait été choisi comme un de ses romans préférés de l'année par Barack Obama en 2015. On aime ce genre de recommandations et qui raconte l'histoire d'un mariage. Et la première partie est racontée du point de vue de l'époux et la deuxième partie est racontée du point de vue de l'épouse. Et moi, c'est un roman que j'avais découvert à peu près au moment où je m'étais lancée dans l'écriture de la Louisiane. Et, et c'est ce qui m'avait donné envie de faire de la Louisiane un roman choral. Donc un roman à plusieurs voix. Ah ouais, carrément. Quand même. Ouais. Gros coup de cœur, ouais.
Trop bien. Et plein de recommandations. Ouais, c'est clair, c'est noté. Et ça sera en description, bien sûr. Trop bien. Est-ce que tu avais d'autres questions de lecture, Éléonore Non, moi pas spécialement. Donc je sais que toi, tu avais beaucoup, beaucoup de questions et qu'on en avait d'ailleurs ensemble pas mal sur l'écriture. Donc je crois qu'il nous reste encore un petit peu de temps si tu veux en poser. Bah, en fait, il y en avait une, j'avais pas forcément pensé à la noter, mais elle est tellement évidente que parce qu'on l'a effleurée pendant tout l'épisode. Donc on a parlé de tout ton parcours, de ton chemin, comment t'en es arrivé là aujourd'hui, et on a un peu mentionné comme ça en passant, hop, traduit en 20 langues, pop. Et tu disais truc de fou. Et moi, je me questionne beaucoup comment sur l'émotion en fait. Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment dans ta vie en fait? C'est ce moment de fou où tu comprends. Enfin, déjà, c'est quand le moment où tu t'es dit, oula, ça va être, il se passe quelque chose, c'est un hit. Alors, ça a été particulier parce que moi, c'est un livre donc, sur lequel j'ai travaillé pendant des années et pendant bon bout de temps, je me suis vraiment demandé s'il allait être publié. Enfin, c'était rejet après rejet d'agents et d'agentes américaines. Donc, quand le livre a été vendu en France, aux États-Unis et en Angleterre au tout début de l'année 2022, là, enfin, ça a été une joie immense et ça a été d'autant plus, comment dire, ça m'a semblé d'autant plus extraordinaire que j'avais passé tellement de temps dans cette incertitude. Et en même temps, je trouve que c'est des temps qui sont cruciaux parce que on se rappelle pourquoi est-ce qu'on écrit. Et donc ce moment-là, c'est quand le livre était vendu en France, il avait attiré l'attention d'un certain éditeur et d'éditrices. Et donc à ce moment-là, je m'étais rendu compte, disons, voilà, de l'intérêt que ça avait pu susciter. C'est une période complètement folle, enfin, très joyeuse, fascinante en termes des lectures diverses et variées qui avaient pu être faites du livre. Et puis ensuite, Sandra Palera, donc mon agente, a vendu le texte au fil des mois suivants, et ben dans un certain nombre d'autres pays. Et là, moi, je me disais, mais c'est complètement délirant, en fait, ce qui se passe. Donc, je me disais, c'est complètement délirant. À la fois, je m'en rendais compte, mais sans m'en rendre compte. Et en même temps, moi, j'étais plongée à ce moment-là vraiment dans le travail. Parce que le livre en France a été acheté avec un premier chapitre en français et ensuite le reste en anglais. Donc moi, il fallait ensuite que je me lance dans la réécriture. Et ça a été un travail colossal parce que c'était aussi un travail de réécriture en parallèle avec le manuscrit anglais. Donc comment dire? Mais c'était un très bon ancrage, je pense, dans ce moment complètement fou, d'être moi dans la réinvention perpétuelle de ces personnages, d'avoir encore prise sur le livre. Là aujourd'hui, c'est un peu différent ce qui se passe parce que le livre est devenu un objet, des objets pluriels puisqu'ils se ressemblent assez peu quand on regarde la couverture américaine, la couverture britannique et la couverture française. C'est quand même trois romans différents. Et donc, ces livres ont leur existence propre. Et moi, maintenant, c'est cet autre moment incroyable qui est le moment de la rencontre avec les lectrices, les lecteurs. Moi, donc la promotion en France. Et puis là, depuis les États-Unis, où j'ai été présenter le livre à la maison, à la Villa Albertine à New York, à Washington DC, ensuite à Montréal, à la librairie Gallimard. Et puis maintenant, en Louisiane, où je n'ai pas remis les pieds, en fait, depuis que je suis venue pour commencer les recherches pour ce roman en 2017. Donc, en fait, c'est hyper émouvant d'être de retour ici et puis d'échanger avec des personnes qui, en Louisiane, me disent, moi, mon aïeul, voilà, c'était une de ces femmes, je suis la descendante de, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un tel, d'une telle, enfin, donc c'est très, très émouvant Ah, d'être tu ici. m'étonnes. Mm, C'est une belle récompense d'avoir tenu si longtemps. tout à fait. Et d'ailleurs, c'était une question aussi que j'avais envie de te poser tout à l'heure parce que t'as parlé de l'envie de continuer, tu as dit on se rappelle pourquoi on écrit. Et en fait, bon, c'est aussi une question un peu intéressée parce que, bon voilà, avec Eleonore, on pratique aussi l'écriture romanesque. Et voilà, moi par exemple, j'ai pas encore publié et des fois je m'accroche et je me dis oh là 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 là, Mais oui. pourquoi je continue à faire ça? Et du coup, ma question c'est, qu'est-ce qui t'a permis de tenir si longtemps? Qu'est-ce qui t'a fait t'accrocher à ce manuscrit et pas à un moment te dire, bon, allez, je change, je passe sur un autre ou je fais une pause, j'en écris un autre entre-temps. Tu dis que tu étais monomaniaque. Qu'est-ce qui a fait que ce manuscrit t'a rendu monomaniaque? Je pense qu'avec toutes mes
avec tous mes livres, je suis comme ça. Enfin, ce truc-là où une fois que je suis embarquée par l'histoire, par les personnages, j'ai beaucoup de mal à les lâcher. Donc autant je suis incapable. Je sais pas, moi j'ai des amis autrices et auteurs qui ont, et je les admire tant, qui ont 5 autres projets de livres dans la tête et elles savent exactement ce qu'elles et ce qu'ils vont écrire ensuite. Hmm. Moi, non, pas du tout. Il y a cette idée qui vient à un moment, en général, quand je m'y attends le moins. Et ensuite, j'ai beaucoup de mal à la lâcher. Mais ce qui m'a permis de tenir pendant ces années-là, ça a été les premières lectrices de ce livre. Et ça a été l'histoire, ça a été le fait que ces femmes-là, ces femmes qui avaient été déportées en Louisiane, avaient été complètement oubliées, aussi bien en France qu'aux États-Unis. J'étais aussi très intéressée par le rôle ambivalent qu'elles avaient pu jouer, le fait qu'elles aient été victimes, mais qu'en même temps leur présence en Louisiane, eh bien, C'est des bâtisseuses, en fait. mais oui, puis qu'elles nourrissent en fait ce système d'oppression, enfin qu'il y ait quelque chose de très ambivalent, une dualité dans leur présence en fait en Louisiane, et donc tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Donc je crois que c'était des thèmes aussi, la mémoire, et puis cette question de qu'est-ce qui transcende le temps, quels sont ces thèmes-là qui sont toujours pertinents aujourd'hui et qui fait qu'on peut se sentir proche de personnes qui ont vécu 300 ans plus tôt. Enfin, toutes ces choses-là m'habitaient et me posaient question. Et voilà, mais bon, il y a eu des moments de désespoir, c'est sûr. Je me souviens de pleurer assise sur le carrelage, la tête balancée sur la baignoire. Donc oui, il y en a toujours dans tout processus créatif. Je pense que c'est essentiel. Enfin, et je pense que dans ces moments-là, ce à quoi moi j'avais essayé de revenir, c'était le plaisir d'écrire. Donc de me dire, en fait, là, je vais écrire un monologue intérieur qui, ça se trouve, n'apparaîtra jamais dans ce livre, mais juste je veux m'amuser, je veux revenir à ce côté ludique de l'écriture, au plaisir au bonheur de raconter une histoire, en fait. C'est beau. Ça fait un excellent mot de la fin. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Sauf si, Éléonore, t'avais des petites questions. Bah moi j'en ai 3 milliards, mais je pense que ça pourra attendre notre verre au printemps du livre, hein. Mais tellement, mais tellement. Ah, mais j'ai hâte qu'on se voit au printemps du livre, ça va être trop bien. Ouais, ouais, je suis vraiment méga impatiente. Et comme ça, on pourra voilà, finir avec Marion toutes les questions qui ne tenaient pas dans cette courte de... Ouais, je suis en train de regarder ma liste et je me dis oui, j'en ai sauté une partie, mais c'est nécessaire, ça fait partie de l'exercice. Je suis très contente. Moi j'ai peut-être une dernière Ah, question quand même. C'est justement, on parlait d'émotions tout à l'heure pour la traduction en 20 langues. Pareil, Mm. en fait, c'est quoi les émotions que tu ressens quand on t'annonce que ton livre il va être adapté en série? Alors, c'est bah, à la fois euphorie, mais en même temps aussi beaucoup de... La prudence n'est pas une émotion. Mais en tout cas, je m'efforce d'être prudente parce que disons que une option a été placée sur les droits audiovisuels du livre, mais c'est une option. Donc voilà, les choses se font doucement. On verra ce qui se passe, mais comment dire, on verra ce qui se passe. Voilà. Ok, très bien. Mais sinon, c'est génial. Non, non, mais sinon, Ouais, ouais. ce serait génial. Moi, je serais ravie. Et la question de l'adaptation, pour moi, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant, en fait. C'est presque une autre traduction Mm, à mm. l'écran. Oui, puis c'est lâché encore une fois. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Le livre, une fois qu'on l'a écrit, il va être traduit dans plein de langues. Enfin, on le C'est ça. lâche, quoi, et c'est plus nous qui contrôlons ce qu'il devient, et voilà. Je me demandais un peu si Exactement. ça faisait ressentir d'autres émotions que de la fierté, l'envie de voir ça arriver et tout, voilà. Ouais, non, mais tout à fait. De la fierté, et de la curiosité aussi. De voir est-ce que cette histoire, elle va se réinventer à l'écran, ces personnages, à quoi ils vont ressembler. Donc, ouais. Voilà. ah, c'est trop bien. Bah, vraiment, Julia, merci, Merci merci beaucoup, beaucoup, hein. hein. Avec grand plaisir. T'es en pleine tournée, alors d'avoir pris le temps. Ben non, c'est trop bien. Ça nous touche beaucoup. Ben, je suis trop En contente. plus, on n'arrêtait pas de voir des interviews de toi un peu partout. On se disait, elle est vraiment gentille. On était en train de dire, mais elle est vraiment gentille, en fait, de faire un interview avec nous. Mais non, vous rigolez. Non, je On suis est trop émeuries. contente qu'on ait pu trouver un moment. C'était un plaisir et on se retrouve du coup au printemps du livre. C'est trop bien. Et ben, parfait. Bah, rendez-vous le 6 avril, hein, du coup. Merci encore, en tout cas, ouais. C'est un vrai bonheur. Merci Marion, merci Léonard. On se voit le 6. Salut! À bientôt, Julia. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 32 de la page sensible jusqu'au bout.
J'espère que cette conversation avec Julia Mali vous a autant plu qu'à nous. C'était vraiment un régal de discuter avec elle, vous avez dû l'entendre. Le printemps du livre de Grenoble démarre aujourd'hui, mercredi 3 avril 2024, et se déroule jusqu'à la fin de la semaine. Si vous êtes dans le coin, vous pourrez rencontrer Julia Mali en chair et en os, ainsi que les dizaines d'autrices et auteurs invités à l'occasion de ce festival littéraire. Toutes les infos sont dans la description du podcast, et vous y trouverez également la mini-chronique qu'Éléonore a faite sur la Louisiane, et qui vous plonge dans l'atmosphère du roman en 5 minutes chrono. Pour connaître les coulisses du podcast et recevoir mes meilleures recommandations culturelles en lien avec chaque épisode de la page sensible, ainsi qu'une bonne dose de bonne humeur, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode qui sortira a priori en juin et dans lequel je prendrai le temps de vous raconter un peu mes propres péripéties en matière d'écriture puisque c'est vrai que je vous ai pas du tout parlé de ce qui se passait de mon côté. Et en plus, c'est un printemps assez actif de mon côté avec des choses inattendues qui se déroulent. Je vous donne un petit indice très énigmatique, Miss Marple. À très bientôt. D'ici là, je vous souhaite de belles lectures.